le hamburger que nous consommons, en tenant compte de l'impact sur l'environnement, qui résulte du développement de monocultures de maïs pour nourrir le bétail, en tenant compte de l'impact sur la santé publique, toutes ces maladies cardiovasculaires, ces cancers liés à l'alimentation qui résultent d'un régime trop riche en viande et qui coûtent naturellement aux contribuables, signifie que le hamburger que l'on consomme devrait coûter non pas 4 ou 5 $, mais devrait coûter 200 $. Alors qu'une succession de crises alimentaires commence à éveiller depuis peu les consciences, il semble urgent de réaliser que l'élevage industriel est bien à l'origine d'une rupture dans les équilibres séculaires entre l'homme, l'animal et la terre qui les porte. Nous avons une très vieille et très belle histoire, pour le meilleur et le pire, avec les animaux. L'être humain a domestiqué les animaux sauvages à des fins de sa propre survie. Mais en même temps, l'animal a déterminé le mode d'existence de l'être humain. Que serait devenu l'Esquimau sans ses chiens? Que serait devenu le Bédouin sans ses dromadaires? Donc, notre rapport à l'animal a été longtemps un rapport justement fusionnel. L'enjeu est donc simple et fondamental. Pour survivre, l'homme doit réapprendre à gérer son rapport au vivant et pour cela, dépasser le seuil de son horizon immédiat pour se replacer dans une perspective de développement durable et équitable. Alors Yvan Bec, on se rend compte en voyant cet extrait que vous avez tourné à la fois en Inde, au Sénégal, au Brésil. Qu'est-ce que vous avez souhaité montrer à travers cette diversité de lieux? Mais la diversité des lieux, quelque part, nous ramène à quelque chose de fondamental en tant que bouddhiste, qui est la vision de l'interdépendance. Donc, on est de plus en plus en train maintenant de créer un monde dans lequel toutes les polarités se rejoignent. Et ce qui se passe à un coin de la planète va avoir des conséquences sur l'autre coin de la planète. Il va y avoir en plus la mise en place de cette loi des causes et des effets, et on ne peut absolument pas ignorer ce que les uns et les autres font. Et on voit que les problèmes sont à peu près partout les mêmes, et que les solutions qu'on commence à apporter, bien qu'étant différentes, contribuent toutes à aller dans le même sens. Alors, est-ce que cela n'a pas été trop compliqué à tourner? On imagine que les portes n'ont pas toujours été forcément ouvertes pour vous accueillir. Il faut dire que les seules portes qui se sont ouvertes facilement, c'est chez les petits éleveurs, les gens qui travaillent de façon traditionnelle, mais que par contre les grandes structures, que ce soit ici en Europe ou que ce soit au Brésil, ne nous ont jamais ouvert leurs portes. Ce qui a été surtout surprenant, c'est que l'équipe avec laquelle on tournait, elle, effectivement, n'avait pas du tout l'habitude de ce genre de sujet. Et c'était assez touchant de voir leur évolution en cours de tournage. C'est-à-dire ils ont été confrontés, je veux dire, aussi bien à ces aspects que j'ai qualifiés de non-vie, c'est-à-dire des animaux qui, tout en étant des animaux, n'en sont plus. Parce que, par exemple, les poules qu'on voit dans ces élevages industriels grandissent tellement rapidement pour être abattues très rapidement aussi, et avec un surpoids tel qu'elles sont même incapables de marcher, quoi. Donc, au début, ils ne voyaient pas ça. Je devais leur dire, regarde, filme cette poule, est-ce qu'elle marche encore? Et ils disaient, mais non, elle ne marche pas, elle tombe, quoi. Donc, ça, d'une part, et puis alors, et quand on était filmé dans les abattoirs, c'était la même chose. Voir un steak dans un paquet de cellophane et le manger, c'est encore une chose, ça n'a plus rien à voir avec l'animal. Quand on voit les animaux se faire abattre. Enfin, donc, tout ça, ça les a vraiment chamboulés. La plupart ne mangeaient plus de viande en fin de tournage. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas recommencer à en manger, mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'ils ne mangeront en tout cas plus de la viande de la même façon, quoi. Alors, ce documentaire pose une question fondamentale, qui est de savoir si on peut nourrir 7 milliards d'hommes avec de la viande tous les jours. Donc, la réponse? Mais quand on voit déjà les impacts que l'on a un petit peu à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'homme, de l'animal ou de l'environnement, avec 1 milliard de gens qui mangent de la viande assez régulièrement, on se dit non, c'est déjà pas possible. Donc si on doit multiplier par 7, voire par 9, effectivement, c'est un écueil qui sera incontournable. Alors revenons justement, si vous voulez bien, en détail sur les conséquences de cette production industrielle, notamment au niveau climatique. Qu'est-ce qu'il en est? Mais disons qu'on cite habituellement un chiffre qui est que la production industrielle participe à 18% des gaz à effet de serre. Donc c'est un chiffre global, mais qui comprend en fait les impacts depuis les transports, les moyens de réfrigération, l'utilisation d'engrais pour les cultures, et qui est quand même très important puisque c'est plus que les transports, c'est-à-dire voitures et avions ensemble. Et au niveau humain, quelles sont les conséquences plus précisément, notamment en matière de maladies?
Au niveau maladie, on a l'apparition de plus en plus importante maintenant de troubles comme l'obésité, de troubles cardiovasculaires. On a mis en évidence effectivement l'impact sur le cancer du côlon d'une alimentation qui est trop riche en viande. Et puis on se trouve maintenant confronté avec quelque chose qui est absolument étonnant, c'est que en générant un système industriel tel que celui qu'on a fait, on a à peu près autant, c'est-à-dire 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim, ça n'a pas du tout diminué, et en même temps 1 milliard d'obèses, et ça ne cesse d'augmenter sur Terre. C'est considérable. Alors pour que l'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les différences fondamentales entre l'élevage traditionnel, que l'on a abandonné, il faut bien le dire, hein, et la production industrielle de viande ? Donc l'élevage traditionnel, c'est un élevage qui se fait en cycle dans une unité qui est une ferme, et dans lequel l'animal est un maillon d'un système qui est indépendant, autonome, autosuffisant. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a pas trop d'intrants, et l'animal a encore une certaine qualité de vie. Et c'est une relation de vie, il y a encore une relation entre le fermier et ses animaux. Au niveau de l'industrie n'a pu se développer qu'en standardisant un produit. Donc l'animal a perdu tout statut d'être vivant, c'est une non-vie quelque part, et on l'a mécanisé, donc c'est un produit standardisé, mécanisé, auquel on ne reconnaît ni conscience, ni intelligence, ni émotion, parce que sinon tout simplement les gens n'accepteraient pas qu'il puisse vivre dans les conditions dans lesquelles on le place. Mais alors concrètement, comment est-ce que cela se traduit ? On parle de la sélection génétique. Voilà, donc l'avènement de ce système, ça a été avec l'avènement de la zootechnie, qui en fait est apparue après la Seconde Guerre mondiale. Et la zootechnie s'appuie en fait sur 3 facettes, qui est d'une part la génétique, donc les manipulations génétiques, la sélection génétique, l'alimentation, hein, on a complètement changé l'alimentation de nos animaux. Donc maintenant c'est plus le duo maïs-soja, si j'ai bien compris, c'est ça ? Voilà, donc on a, en tout cas pour les ruminants, on en est vraiment passé avec ce qu'on appelle le diable maïs-soja, qui nous rend totalement dépendants en plus au niveau agricole d'exportations qui viennent depuis des pays comme le Brésil ou les États-Unis, alors que l'Europe était quand même un pays à vocation agricole, donc c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Et donc l'alimentation, ça c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, évidemment, c'est la mécanisation des structures et la mécanisation de l'animal, à tel point qu'on parle pour les animaux maintenant de désanimalisation, de la même façon qu'on avait une déshumanisation, soit pendant la guerre, soit au niveau de certains geôliers. Est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place par les bouddhistes, que ce soit en Belgique ou ailleurs dans le monde ? Mais disons que de plus en plus maintenant, on a un appel, que ce soit venant du Dalai Lama ou venant du Karmapa, qui insiste... Qu'est-ce qu'ils nous disent, par exemple ? Mais ils insistent de plus en plus maintenant pour que les gens prennent conscience et remettent l'animal dans la dimension du bouddhisme. C'est-à-dire, nous partageons tous une nature fondamentale qui est à peu près la même. Tous les êtres sensibles éprouvent, comme nous, des souffrances qui ont des causes et des effets. Comme nous, ils sont à la recherche du bonheur. Et nous devons en tenir compte. Et en plus, on place ça dans une perspective de temps également. Donc en partant de tous ces éléments-là, essayer d'avoir une réflexion pour essayer vraiment de se tourner davantage vers une alimentation végétarienne que plutôt entretenir un système de souffrance d'une part, et puis surtout prendre la vie qui ne fait pas vraiment partie de la culture bouddhiste. Il faut donc développer une responsabilité à la fois collective et individuelle. Hein. Oui, une responsabilité individuelle d'abord qui est en travaillant sur le niveau de conscience des gens, et donc ça c'est vraiment un outil individuel, et une responsabilité collective certainement dans le choix de l'outil de production. Et alors, juste pour terminer, est-ce qu'il y a des grandes disparités entre les pays dans la façon justement de produire de la viande ? Est-ce qu'il y a des pays justement qui le font plus, d'autres moins ? Qu'est-ce que vous avez noté, vous, en allant sur place ? Mais disons qu'au départ, les grands pays producteurs et consommateurs de viande étaient l'Europe et les États-Unis. Mais on voit maintenant, comme dans beaucoup d'autres domaines, eh bien, on essaie d'exporter cette culture à l'extérieur, et que les pays qui ont tendance à augmenter de plus en plus leur production de viande et leur consommation, ben, c'est surtout la Chine et l'Inde actuellement. Et puis on voit aussi un pays comme le Brésil maintenant qui a comme vocation de nourrir l'humanité et qui est devenu premier producteur et exportateur pratiquement de soja et qui est en train de prendre le relais maintenant également pour la viande. Oui. Très bien, je vous remercie Yvan Bec, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. La cause animale, 1820-1980, essai de sociologie historique de Christophe Traini aux presses universitaires de France. En s'appuyant sur une comparaison franco-britannique, cet essai très détaillé retrace l'évolution de l'histoire de la protection animale
et ce à travers plusieurs éclairages, sociologiques, religieux ou encore politiques. Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran-Foer aux éditions de l'Olivier. Et enfin, le bien-être animal dans la collection Regard éthique aux éditions du Conseil de l'Europe. Vous retrouverez ici un exposé détaillé des questions d'éthique, des points de vue religieux et des positions des différents pays à l'égard du bien-être des animaux, ainsi que les propositions du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve pour la suite de cette émission dimanche prochain.